Bonjour, bienvenue à cette 6e émission de Studio Lacan, pour laquelle Un divan dans le monde sera consacré à la question du management et de la barbarie, avec l'historien Johann Chapoutot et notre collègue Laura Sokolowski. Ensuite, l'écho de la culture sera présenté par Hélène Bonneau, avec une chronique qui traitera du film L'enfant de personne. Puis, dans un dernier temps, nous accueillerons notre collègue Alexandre Stevens pour nous parler, dans l'actualité de la psychanalyse, de la question de l'utilité du psychanalyste et de la psychanalyse en institution. Bonjour. En 1967, faisant référence au camp de concentration, Lacan en faisait le modèle d'un avenir économique qu'il appelait les marchés communs, c'est-à-dire notre actualité. Il ajouta que cet avenir sera marqué par la ségrégation. Dans son livre « Libre d'obéir », publié en 2020 chez Gallimard, notre invité Johann Chapoutot, que nous saluons, n'attribue pas au nazisme la source du management. Toutefois, il décrit le Troisième Reich comme un grand laboratoire qui a fait du management une science de la gestion, réduisant l'homme à son corps comme matériel humain. Comme tel, dit-il, c'était un vaste camp de concentration. Donc le Troisième Reich était un vaste camp de concentration pour une partie de sa population, tiède et réticente par rapport à son idéologie. Ainsi, l'ouvrage de Johann Chapoutot a quelques résonances avec la prophétie de Lacan. La science du management, devenue aujourd'hui une forme de religion et dont l'application implique certain darwinisme social, organise nos systèmes économiques. C'est un des éléments majeurs du malaise contemporain auquel nous souhaitons donner une lecture. Bonsoir Johann Chapoutot. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire contemporaine du nazisme et de l'Allemagne. Vous n'avez pas pu vous rendre à Paris pour être présent parmi nous au studio, mais nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation de participer à notre émission à distance. Bonsoir Laura Sokolowski. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. Vous avez accepté notre invitation de discuter avec notre invité à partir de son livre. Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'adresserai une première question à Johann Chapoutot afin d'ouvrir la discussion. Libre d'obéir. Ce titre est d'apparence très paradoxal. Pourriez-vous déplier ce paradoxe en quelques phrases pour nos spectateurs? Oui, alors c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale, hein, et les psychanalystes connaissent bien cette catégorie-là, cette notion-là. C'est une manière pour moi de résumer la manière dont le management contemporain, qui est en fait un aménagement de la contrainte, un aménagement de la subordination, tente de recueillir l'assentiment des gens qui sont gouvernés ou qui sont dirigés pour participer à un acte de production dont ils ne déterminent pas les fins. Autrement dit, il y a dans le management contemporain une volonté de permettre aux subordonnés, aux exécutants, de calculer les moyens, et ça, ils sont libres de le faire, mais certainement pas de déterminer les fins. Et on a là quelque chose de effectivement paradoxal qui est constitutif de l'aliénation, c'est-à-dire que je suis libre effectivement
de calculer des moyens et de réussir ma mission, mais je suis en position d'obéissance dans la mesure où ce n'est pas moi qui détermine les fins de mon activité. Et cette liberté, en fait, trouve aussi ses racines, si j'ai bien compris dans ma lecture, elle trouve aussi ses racines dans le mysticisme germanique. Alors, là, le livre auquel vous faites référence est une étude de cas. Et en l'occurrence, c'est un général de la SS, un grand juriste, un des piliers intellectuels du Troisième Reich, qui, après 1945, a vécu une seconde carrière, une carrière pleine de succès financiers, en termes d'honneur, en termes de statut social, une carrière de penseur, de théoricien du management, de créateur d'écoles de commerce et de directeur d'écoles de commerce. Ce cas, c'est celui de Reinhard Höhn, que j'ai décidé d'étudier parce qu'il me semblait intéressant pour penser non seulement le nazisme, mais au-delà du nazisme, cette période dans laquelle le nazisme se trouve inclus, qui est la modernité occidentale dont il a procédé. Et il se trouve que, contrairement à ce que l'on pourrait croire ou à ce que l'on lit souvent, le Troisième Reich n'était pas fondé sur la répression systématique et sur la contrainte permanente. Au contraire, on sait très bien que pour manipuler une large partie de la population, la contrainte ou l'alliance entre la matraque et le micro, entre la propagande et la répression ne suffisent pas. Il faut solliciter ou susciter le consentement, voire l'adhésion, sinon l'enthousiasme de cette population. Et c'est dans cette mesure-là que les nazis ont fortement thématisé cette notion de liberté. Liberté, effectivement, qui est liée à l'histoire allemande, puisque les Allemands sont censés être les êtres libres par excellence. Ça, c'est une vieille tradition en Occident depuis la Rome antique, à vrai dire. Et par ailleurs, il se trouve que on a élaboré sous le Troisième Reich un mode de commandement qui était participatif et qui, à ce titre, suscitait donc le consentement, l'adhésion, voire l'enthousiasme. Oui, très bien. Laura Oui, j'ai une question, parce que j'ai été extrêmement frappée, Johan Chapoutot, par l'accent que vous mettez au tout début de votre livre sur la langue. Ce qui n'est pas sans lien avec la psychanalyse, qui repose sur la fonction de la parole et le champ du langage. Vous écrivez que ce qui vous a saisi pendant vos recherches dans les archives des criminels nazis, dont la violence et l'inhumanité suscitent la nausée et l'effroi, c'est que certains mots, certaines phrases résonnent avec notre présent. C'est très précis, c'est tout début de votre livre. Et alors vous commencez par parler d'un autre nazi, un nazi intégral, Herbert Bach, dont vous précisez qu'il s'agit d'un secrétaire d'État au ministère de l'Approvisionnement et de l'Agriculture, qui a adressé un vade-mecum de quelques pages, très court, n'est-ce pas, c'était adressé aux administrateurs du Reich, et c'était donc, d'après ce que vous précisez, dans la visée d'affamer 30 millions de soviétiques pour nourrir le peuple allemand. Et c'est dans ce vade-mecum, me semble-t-il, si j'ai bien compris, que vous avez extrait des signifiants maîtres, dirions-nous dans notre vocabulaire psychanalytique, tels que celui de performance, de dépassement de tout scrupule bureaucratique, d'action et de décision rapide. Et donc ça m'a énormément frappée, si vous voulez, parce que je le vois comme un parallèle, finalement, entre la démarche historienne et puis ce que nous pouvons faire, nous, quand nous isolons, quand nous extrayons, finalement, de la parole d'un patient, certains signifiants qui insistent. Donc, voilà, je voulais simplement vous demander si ce parallèle vous semble juste ou pas. Absolument, et le parallèle entre la démarche inaugurée par Freud à la fin du 19e siècle et la démarche des archéologues et des historiens a été maintes fois souligné, et avec raison. Les historiens, en tout cas ceux qui pratiquent une démarche, on va dire, compréhensive, internaliste, qui essaie de restituer le sens des actes aux yeux des acteurs, les historiens essaient de cartographier l'univers mental
des acteurs, que ce soit des acteurs de crime ou des acteurs d'action moins criminels. En tout cas, dans quel univers de sens, c'est-à-dire de normes et de valeurs, ces actes prennent-ils leur place et sont-ils donc motivés? Et moi, c'est le travail qu'avec d'autres, je fais à propos du nazisme, parce que, de fait, l'hypothèse de la barbarie, de la folie, etc., l'hypothèse de la barbarie est tautologique, celle de la folie est exclue, etc. Et il faut bien se rendre à l'évidence qu'on a face à soi des êtres humains qui ont commis des crimes absolument inédits dans l'histoire de l'humanité, avec leurs bonnes raisons à eux. C'est ce que dit très bien Malraux dans L'Espoir. Les fascistes, eux aussi, ont leurs bonnes raisons. Bon. Et dans ce travail-là, au cours de ce travail-là, c'était un travail sur la normativité nazie, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle La loi du sang, penser et agir en Asie précisément. Je suis tombé sur cette liste de directives en 12 points du docteur Herbert Backe à ses fonctionnaires qui partaient sur le front de l'Est et qui partaient dans l'empire nazi à l'Est. Et effectivement, j'ai trouvé des signifiants particulièrement identifiable dans l'univers nazi, d'un racisme rabique et d'un antisémitisme absolument incontestable. Et de l'autre côté, en même temps, j'ai trouvé également des termes comme agilité, plasticité, simplification des procédures, qui m'ont fait me demander où je me trouvais en fait. Est-ce que je me trouvais dans des archives nazies ou est-ce que je me trouvais dans un amphithéâtre d'école de commerce contemporaine? Voilà. Et c'est effectivement, ça m'est resté dans l'oreille, si vous voulez, ces mots-là. C'est entré ensuite en synergie avec des expériences que nous faisons tous. Quand j'ai été élu maître de conférence à l'Université de Grenoble, on m'a convoqué à la GRH, à la gestion des ressources humaines, pour signer mon PV d'installation. Alors, j'ignorais jusque-là que j'étais une ressource. Il me semblait que j'étais un être humain, mais je ne savais pas, j'ai appris que j'étais une ressource et qu'à ce titre, je devais être géré, ce qui a été un petit choc, on va dire. Et par ailleurs, bien entendu, c'est entré en synergie avec tout ce que nous savons de notre monde contemporain, de la souffrance au travail, qui est liée à l'aliénation. Et le livre est sorti, Libre d'obéir, est sorti au moment du procès France Télécom, qui a fait l'objet d'une très large couverture de presse. Oui, vas-y. Oui, pour prolonger la question de Laura Sokolovsky, moi j'avais une question finalement plus générale sur la question de l'histoire. C'est-à-dire que quand on lit votre livre, on s'aperçoit on a toujours l'idée, l'histoire a fonctionné pendant longtemps sur le concept de rupture. C'est la fin de la guerre, c'est la rupture, on a les époques qui sont marquées, époque moderne, époque contemporaine, etc. Et au fond, vous travaillez vraiment d'une manière très spécifique dans ce livre sur la question de la rupture et de la continuité. On voit des nazis, les gens ne disparaissent pas avec la fin de la guerre, certains disparaissent, d'autres maintiennent leurs activités, ils époussettent un peu la théorie, et puis finalement, avec le management et avec l'exemple que vous avez donné de Reinhard Heune, on assiste à ça. Et au fond, je voulais vous interroger peut-être plus spécifiquement sur la conception que vous avez, vous, en tant qu'historien, qui avez d'ailleurs travaillé là très récemment sur un autre livre, Le Grand Récit, qui pose aussi la question de l'écriture de l'histoire, sur cette question de la rupture et de la continuité. Alors, rupture, continuité, ça c'est une dialectique avec laquelle on travaille de manière permanente. Il se trouve que il y a des ruptures qui sont souhaitables et que l'on aimerait effective. En l'occurrence, 1945, c'est censé être une rupture majeure entre un moment fasciste nazi, d'inhumanité, de barbarie, qui est auquel on met fin grâce à la victoire des Alliés, la victoire de la démocratie, etc. Or, alors ça, c'est un récit, une mythologie nécessaire, on va dire, qui a habité le monde occidental pendant longtemps. Or, on en est revenu, on a vu des continuités en termes de carrière. Lorsqu'on prend les domaines de la magistrature, de la médecine, de l'université, de la diplomatie, de la police secrète, etc. en Allemagne, on voit qu'il y a des continuités majeures, tout simplement parce que on est entré après 1945 dans une autre guerre, qui est la guerre froide, avec un ennemi qui est le communisme et
les meilleurs chasseurs de communistes et les meilleurs ennemis des communistes, ça reste quand même les nazis. Et donc, on les a utilisés partout, hein, en Allemagne, en France, avec la Légion étrangère qui a recyclé des milliers d'anciens Waffen-SS, avec les dictatures d'Amérique latine, le rôle du Vatican qui a exfiltré des criminels contre l'humanité en masse pour combattre le communisme sur ce nouveau front qui était l'Amérique latine, etc., etc. Et dans ce dispositif-là, bien entendu, Reinhard Heune s'inscrit, c'est-à-dire cet ancien SS, général de la SS, hein, qui devient un pape du management, parce que lui contribue non pas en tant que policier ou en tant que militaire à la guerre froide, mais en tant que facilitateur de croissance, de production et donc de bien-être social, qui est censé, dans le cadre du plan Marshall et de l'économie atlantique, éviter toute révolution communiste. Donc oui, il y a des continuités, des rémanences, des filons comme ça qui se poursuivent en termes de carrière, en termes biographiques, mais également en termes de raisonnement, en termes d'idées, en termes de concepts, en termes de signifiants. Et c'est en ça que peut-être ce livre, lors de sa sortie, a suscité quelques humeurs parfois vives de la part de ceux qui restent tributaires d'une vision, on va dire, discontinuiste, hein, de l'histoire contemporaine, parce que de fait, cette rupture-là de 1945, on la chérit, on la souhaite. Or, on se rend compte que, par exemple, le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, c'est un mouvement de Noirs, mais c'est aussi un mouvement de Juifs, par exemple. Parce que l'antisémitisme institutionnel dans certains États américains et certaines institutions américaines était quand même encore très, très présent. Donc voilà, les choses sont un petit peu plus complexes que dans des manuels d'histoire ou d'instruction civique. Les historiens, au fond, jouent parfois le rôle un peu de Socrate, hein, dans les dialogues de Platon, celui du temps, hein, qui vient piquer le bœuf de la cité et que parfois on aimerait bien écraser d'une claque. Oui, on a l'écriture de l'histoire et puis on a les hommes. Et donc, quand leur vie finalement continue, malgré la rupture, il y a la continuité de la vie. Bon, peut-être on peut faire une toute petite place à une chronique qui va venir ponctuer notre discussion. Pendant 3-4 minutes, vous restez avec nous, Johan Chapoutot, et ensuite on reprend notre discussion si vous voulez bien. Avec plaisir. Bonjour Hélène Bonneau, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et aujourd'hui on vous accueille pour notre rubrique L'écho de la culture. Vous allez nous parler d'un film. Oui. Enfant de personne. L'enfant de personne. C'est un téléfilm qui a été diffusé par Antenne 2 il y a quelques semaines. Il a été réalisé par Hakim Isker d'après le livre témoignage de Lies Loufoque qui a écrit sous le titre « Dans l'enfer des foyers ». Lies y raconte son histoire d'enfant placé, né de père inconnu et d'une mère malade mentale qui n'a jamais pu s'occuper de lui. Il a été confié à l'État, ce grand autre de notre République, qui a pour devoir de protéger les enfants qui sont nés abandonnés ou dont les parents ne peuvent pas s'occuper. D'abord placé en pouponnière jusqu'à ses 18 mois, puis dans une famille d'accueil très aimante, Lies grandit et est heureux auprès de sa mère d'accueil, qui s'appelle Émilie, de son mari, et aussi de la sœur d'Émilie, Agathe, personnage central du téléfilm et du livre, interprété par Isabelle Carré. Tout s'embrouille avec le projet de départ en province du couple. Les parents d'accueil demandent alors l'adoption de leur enfant, de Lies. Sa mère biologique est d'accord, mais brutalement, l'ASE change d'avis, leur refuse cette adoption et qui plus est, leur refuse qu'ils partent avec eux, sous prétexte qu'il serait trop éloigné de sa mère. Celle-ci vit en hôpital psychiatrique et l'équipe qui s'occupe d'elle mise sur le rétablissement d'une relation mère-enfant pour donner un sens à sa vie. L'être mère y est appelé comme solution pour cette femme. Donc c'est cette question-là qui est au cœur de ce livre. Qu'est-ce qu'une mère ? Voilà. Pour l'ASE,
la réponse est du côté de la réparation. Réparer la relation mère-enfant, pour la psychiatrie aussi d'ailleurs. C'est là le point névralgique du film, et qui lui donne sa dimension dramatique. Elle repose sur ce malentendu, fondé sur l'idée que la vraie mère supplante la fausse. Le lien du sang étant toujours privilégié. Dans le film, on assiste aux rencontres médiatisées entre cette mère et son fils, qui sont des échecs cuisants. La mère est incontrôlable dans ses réactions et l'enfant est pétrifié. Il ne veut pas de cette mère, il la refuse, elle lui fait peur. Celle qu'il aime, c'est Émilie. Et il en a été arraché brutalement dans une scène bouleversante et révoltante. Quant à Agathe, elle va se sentir responsable de Liès et ne cessera de se battre contre l'administration de l'ASE, qui protège la mère biologique plutôt qu'elle, désireuse pourtant de tout faire pour accueillir Liès. Bref, on rejette sa demande. La mère, c'est d'abord celle qui donne la vie. Les conséquences en sont lourdes. Liès est ballotté de familles d'accueil en foyer. Il connaît la maltraitance, les coups, le viol même, et cette violence est interprétée par les éducateurs comme une insoumission qu'il faut éradiquer. Oui, c'est comme si, au fond, l'enfant se retrouvait confronté à la rigidité de l'institution et que c'était à ça qu'il répondait par sa violence. Tout à fait. La violence est le deuxième thème de ce témoignage. D'abord, la première violence, c'est celle qu'on lui a faite en le laissant tomber à la naissance. Et ce laisser tomber se répète au moment du départ de la famille d'accueil, quand il a 6 ans. C'est le point le plus douloureux du film. L'autre forme de violence surgit dans le monde du foyer où règne la loi du plus fort, comme en prison. Liès n'a d'autre défense que la fuite et l'agressivité. Alors, ce film nous intéresse parce qu'il met le rejet qui se répète au centre de l'histoire. Cette violence ne cesse de se répercuter chaque fois que Liès se sent menacé, rejeté par l'autre, mais aussi quand se brise l'espoir d'un avenir, quand aucune parole ne tient. La phrase qui en condense, à mon avis, le symptôme, et qui me paraît cruciale, c'est « Je n'ai plus rien à perdre ». Cette phrase indique comment la violence répond au sentiment de ne pas compter pour l'autre. Cette rupture du lien montre la façon dont le corps répète le rejet dans la mise en acte de l'abandon quand la parole symbolique a manqué. Merci beaucoup Hélène Bonneau. Vous faites une lecture analytique de ce film, ce qui est toujours avantageux pour nous et pour d'autres aussi, je l'espère. On va relancer la discussion avec Johan Chapoutot. Peut-être je vais, avant de passer de nouveau la parole à Laura, revenir un petit peu en arrière sur le mot consentement. Peut-être ça peut intéresser nos spectateurs et peut-être même Johan Chapoutot peut s'intéresser. Nous avons eu un certain moment dans notre histoire d'école de psychanalyse affaire à la question de l'évaluation. Et nous avons travaillé ça d'une façon assez approfondie. Et à ce moment-là, il y a eu un livre sur l'évaluation qui a été publié par Jean-Claude Miller et Jacques-Alain Miller, dans lequel la question du consentement, si mon souvenir est bon, a été mentionnée aussi, disant que finalement la première étape d'une évaluation, c'est le consentement à être évalué. Enfin, c'est pas tout à fait le même consentement que vous décrivez, mais il y a une résonance là. Finalement, l'évalué est libre à se faire évaluer. Enfin, il y a cette, en tout cas, illusion-là qui lui est communiquée. Voilà. Laura, peut-être, vous... À moins que Johan Chapoutot souhaite dire quelque chose à propos du consentement, puisque ça traverse aussi votre livre. Alors, le consentement et puis l'évaluation en général. Ensuite, il faut se garder de faire des assimilations entre deux périodes et deux régimes politiques et économiques. Mais il se trouve que le moment nazi a pu être qualifié par les historiens de régime de l'évaluation et de régime du diagnostic même, puisque les individus, les membres de la communauté du peuple,
supposés, qui étaient définis biologiquement, devaient être évalués selon leur utilité au regard des fins de la communauté du peuple, c'est-à-dire la reproduction massive et de qualité, la production économique matérielle, la conquête et la colonisation. Et dès lors, un individu dans le régime nazi, dans le régime de connaissance et d'évaluation nazie, n'avait pas de valeur en soi, il n'avait pas de valeur absolue, il n'avait de valeur que relative, c'est-à-dire référée à son utilité pour les fins supposées de la communauté du peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant, de voir qu'il y a là une rupture avec une tradition juridique juste naturaliste qui datait de 2 siècles auparavant, cette idée de la valeur à la fois incontestable et absolue de l'individu pour en arriver à une valeur relative avec les conséquences que cela impliquait, c'est-à-dire l'exclusion du cycle procréatif. Si la personne était considérée comme indigne de vivre parce qu'elle était incapable de performance, leistungsunfähig. Là, j'insiste beaucoup sur les mots du vocabulaire nazi parce que ils disent un monde et ils disent une vision du monde. Le terme de Leistungsunfähigkeit, c'est un terme très important dans cette vision du monde nazi, puisque quiconque est incapable de Leistung, c'est-à-dire de rendement, de performance, d'effectivité, de production, eh bien, quiconque est incapable de ce rendement, de cette performance, est considéré comme lebensunwert, c'est-à-dire indigne de vivre, et donc, à ce titre, doit être, dans un premier temps, exclu du cycle biologique procréatif. Et puis, donc, c'est la loi du 14 juillet 1933. Et puis, à partir d'octobre 1939, c'est l'opération T4 qui décide de l'assassinat de personnes qui sont considérées comme étant des poids morts, en allemand, Ballast, qui doivent être donc jetés par-dessus bord pour permettre à la machine nazie de progresser. Oui, j'ai aussi été extrêmement frappée et surprise par la pulvérisation de l'État que vous décrivez. Est-ce que vous pourriez quand même revenir? C'est tout à fait central dans cet ouvrage, contre-intuitif, puisqu'on a l'impression que c'est un État totalitaire qui marche effectivement comme dans les films bien connus où tout le monde défile en ordre. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur cette question extrêmement décisive dans votre ouvrage Oui. Voilà. J'ai essayé dans cet ouvrage de revenir sur les déterminants de cet écosystème économique nazi, de cette manière de concevoir la production, l'utilité, la valeur de l'individu, etc. Et dans cet écosystème-là, il y a effectivement la question de l'État. Et comme vous l'avez dit, l'image que l'on a d'habitude des nazis, c'est d'une part une organisation géométrique, architectonique impeccable. Et de ce point de vue-là, nous sommes tributaires des images qu'ils ont voulu donner d'eux-mêmes et qu'ils ont d'ailleurs donné avec talent, avec des cinéastes comme Leni Riefenstahl. En réalité, le fonctionnement nazi était un fonctionnement très largement chaotique, pour rester poli, un fonctionnement d'ailleurs très anthropique, avec une déperdition d'énergie, de temps, de carburant absolument délirante, tout simplement parce qu'il y avait dans cette organisation nazie une multiplicité d'institutions qui étaient soit le parti, soit l'État, les services de l'État, dont les nazis ont hérité en 1933, soit des agences créées ad hoc et parfois ad personam, qui étaient liées à tel ou tel baron du régime qui voulait son agence économique, militaire, artistique ou je ne sais quoi. Et on a une multiplicité d'institutions qui est en fait un darwinisme administratif parfaitement assumé de la part d'Hitler, qui au fond estime que lui n'a qu'à arbitrer au sommet et que aux échelons inférieurs, parmi ses paladins, parmi ses proches, les gens doivent s'entretuer et que le meilleur gagne. Et de fait, c'est la solution la plus radicale, la plus violente, la plus rapide, qui est en faveur de laquelle on arbitre. Dans ce contexte-là, l'État doit disparaître. L'État doit disparaître pour plusieurs raisons, parce qu'il est jugé inefficace, il est jugé lent, il est jugé complexe, il est jugé procédurier. Les fonctionnaires, l'État, c'est à la fois un corps de fonctionnaires et un corpus de normes qui entravent la dynamique de la vie. L'État
littéralement, étymologiquement, c'est le status, hein, c'est ce qui est statique, c'est ce qui est immobile, c'est ce qui demeure, alors que la vie, elle, c'est le flux du sang, c'est le flux des fluides, c'est les flux de la dynamique biologique qui ne peut pas et qui ne doit pas être entravé. Donc l'État doit disparaître pour cette raison-là, et puis également parce que c'est un héritage, en termes de génétique des institutions, c'est un héritage de l'Empire romain tardif, c'est-à-dire cosmopolite et enjuivé, à un moment où, considèrent les nazis, le monde était tellement mélangé biologiquement que, au fond, il a fallu créer des exosquelettes normatifs, des codes de loi, le code justinien par exemple, auquel se fier parce que biologiquement, les êtres étaient tellement mélangés qu'ils en étaient malades et que dès lors, ils ne pouvaient plus se gouverner eux-mêmes. Donc il a fallu créer des institutions. Et c'est là que on en revient au thème de la liberté germanique. Le germain, lui, n'a pas besoin d'exosquelette normatif, il n'a pas besoin d'État, il n'a pas besoin de code de loi, il n'a pas besoin de tribunaux, parce que au fond, le droit lui est inné. Hein, c'est le libre instinct spontané de la race germanique qui, étant pure biologiquement, est saine psychiquement. Voilà, dans un contexte cognitif ou scientifique, épistémique, où on considère, par exemple, les théoriciens de la race considèrent que la schizophrénie, par exemple, vient du mélange biologique. Hein. La schizophrénie, c'est deux personnalités dans un individu parce que cet individu est un métis, par exemple. Il y a deux races en lui. Bref, vous voyez un petit peu cette logique-là. Et tout cela pour dire que l'État, effectivement, est une entrave, a une origine néfaste, qui a partie liée avec le mélange biologique et la dégradation biologique, et doit disparaître au profit d'agences qui sont, contrairement à l'État, qui sont rapides, dynamiques, qui sont liées à un projet, à un budget, à une mission, et qui sont censées être plus efficaces. Et tout ça est formulé dès les années 30 par des juristes et des spécialistes des sciences de l'organisation sous le Troisième Reich. Alors vous évoquez dans votre livre par rapport à cette bonne santé psychique, j'ai été frappée de voir que Reinhard Heune et d'autres sont passionnés par le bouddhisme, la naturopathie, l'acupuncture. Et donc on a deux voies finalement de bonne santé mentale. On a presque le coaching tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la gestion du stress. On a des anciens dignitaires nazis qui écrivent sur la gestion du stress au travail, et puis cette psychologie autoritaire qui commence à se mettre en place au moment où effectivement Freud s'exile. Donc j'aurais peut-être eu une question sur le management et le management de soi que vous évoquez aussi à ce moment-là, et savoir si vous-même vous êtes lecteur de Freud de cette période. Oui, je pense que tous les historiens, y compris, surtout les historiens qui sont qui ont plus partie liée à l'espace germanique, à la culture germanique, sont des lecteurs de Freud, forcément, parce que c'est une révolution épistémologique absolument majeure et herméneutique majeure dans cette ère-là, et puis pour le monde, ça c'est très clair. Vous parliez de pédagogie, je pense qu'il faut distinguer effectivement ce que les psychanalystes allemands ont appelé la Schwarze Pädagogik, la pédagogie noire, qui de fait préexiste aux nazis et est encouragée par les nazis. Hein. Les enfants, c'est fait pour être tabassés, bon voilà. Et ensuite la gestion, je reprends ce terme atroce, la gestion de la ressource humaine que les nazis appellent le Menschenmaterial, qui elle repose sur la volonté de susciter l'adhésion de cette ressource, puisque les nazis avaient bien compris qu'on ne pouvait pas motiver à produire si l'on était répressif ou si l'on était négatif. C'est pour ça que le Troisième Reich est le moment de politique sociale, fiscale, très incitative, très douce à l'égard de la population considérée comme allemande. Ça a été bien montré par l'historien Götz Ali, par exemple, dans un livre qui s'appelle « Comment Hitler a acheté les Allemands ». Et en termes d'organisation du travail, eh bien, ça se caractérise par des recherches ergonomiques, un soin apporté donc à l'ergonomie, au caractère hygiénique et sanitaire des lieux de travail, à la ventilation, à la lumière, mais également une réflexion et une organisation du temps de loisir avec la Kraft durch Freude, cette organisation au niveau du Reich qui était un gigantesque comité d'entreprise et qui veillait au loisir pour assurer, littéralement, c'est le nom de cette organisation, la force, Kraft,
par la joie Durchfreude. Donc ça allait de la sortie en promenade, en randonnée, au concert organisé sur le lieu de travail, à la sortie au cinéma, au théâtre, aux vacances organisées dans des gigantesques complexes qui n'ont rien à envier aux stations intégrées du plan montagne ou du plan littoral des années pompidoliennes en France. Oui, c'est fou, vous évoquez un hôtel qui fait je ne sais pas combien de kilomètres de long. 6 kilomètres de long, oui. La façade fait 6000 mètres de long, 6 kilomètres. C'est le centre KDF, le centre Kraft Durchfreude de l'île de Rügen, qui s'appelle Prora, sur une zone d'ailleurs qui était censée être une zone naturelle protégée, mais on a construit un gigantesque édifice de béton avec un port qu'on a construit ex nihilo également, qui accueillait les paquebots qui venaient déverser jusqu'à 20 000 personnes, puisque le site était prévu pour héberger 20 000 personnes en vacances. Voilà, donc on a songé à tout cela pour, encore une fois, augmenter la motivation du travailleur. Alors évidemment, cette gestion du Menschenmaterial, du matériel humain, ne concerne pas du tout les allogènes, enfin ceux qui sont considérés comme étant des allogènes biologiques, qui font, eux, l'objet d'une gestion esclavagiste très violente. C'est le cas des Polonais, c'est le cas des Ostarbeiter, c'est-à-dire des travailleurs de l'Est au-delà de la Pologne. C'est le cas de la main-d'œuvre concentrationnaire qui, elle, est soumise à une extinction par le travail, où l'on n'a même plus à respecter la loi des reins des salaires qu'avait définie Karl Marx, c'est-à-dire nourrir au moins assez pour que la force de travail se reproduise, puisque dans les camps de concentration, le turnover était tel qu'on n'avait même pas besoin de nourrir la force de travail, on pouvait la livrer à l'extinction par le travail, à l'épuisement littéralement de la ressource. Bon, merci beaucoup, Johan Chapoutot. Malheureusement, le temps de notre côté aussi court, malgré la question de cette joie, là, si je me souviens bien, dans votre livre, vous dites qu'il se traduit aujourd'hui par le bien-être et la gestion du stress. On devra, nous, arrêter cette joie de parler avec vous. Vous dire merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous surtout. Je remercie aussi Laura Sokolowski qui est venue nous aider, participer avec nous dans cette discussion, ainsi que Hélène Bonneau qui a ponctué notre débat par sa chronique. Nous allons passer maintenant à la rubrique suivante, celle de l'actualité. Restez avec nous pour le moment. On va ponctuer jusqu'au bout cette séquence. Donc, cette dernière rubrique, sous le titre Actualité de la psychanalyse, avec Alexandre Stevens. Alexandre Stevens, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. Vous avez travaillé beaucoup la question de l'institution. Vous avez même fondé une institution qui est orientée par la psychanalyse, qui s'appelle le Courtil. Aujourd'hui, vous allez nous parler sous un titre qui a été aussi un titre d'un colloque, le colloque UFORCA en juin 2021, qui était la psychanalyse indispensable en institution. C'est un titre que j'aime beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci Gilles, en effet, vous avez raison, c'est un très beau titre. La psychanalyse indispensable en institution. C'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est le titre d'un colloque qui a eu lieu et qui, de ce point de vue, a d'ailleurs a permis de formuler un certain nombre de ces éléments du côté de l'indispensable. Je prendrai les choses un peu partiellement sur un temps court qui nous est donné, mais il me semble qu'à mon avis, on peut dire la fonction simple, on peut dire en tout cas simplement la fonction essentielle d'un psychanalyste en institution, si on veut pouvoir aider en effet là ces patients, ces jeunes, à formuler leurs difficultés, à dire leurs souffrances, mais de façon précise, c'est-à-dire à nommer leurs symptômes, disons.
et à trouver un chemin vers la sortie. La fonction première du psychanalyste en institution, me semble-t-il, c'est d'insister sur la dimension du cas par cas, du un par un, ou une par une, pour entendre les dits du sujet, c'est-à-dire ce que chacun de ces jeunes, ces enfants, ces adultes peuvent dire et entendre les particularités de leur dire. Mais évidemment, il faut peut-être préciser, en tout cas je tiens à préciser ce que veut dire le cas par cas. Parce qu'il y a, j'ai déjà entendu, au fond c'est un terme qui peut aussi être galvaudé. Et évoquant le cas par cas, qui est au fond un classique de la psychanalyse, j'ai entendu comme ça un collègue, enfin un thérapeute des techniques cognitivo-comportementales qui me disait « nous faisons aussi du cas par cas ». Quand un enfant est en difficulté, nous avons des procédures à suivre, nous suivons ces procédures, mais quand nous saisissons qu'un enfant est en difficulté dans, au fond, la série des procédures, c'est-à-dire c'est des espèces de petits logos de tests, etc. Enfin, il s'agit d'apprendre à l'enfant à désigner ce qu'il veut, etc. Et tout ça avec un système de récompense-punition, pour dire brièvement ce dont il s'agit là-dedans. Eh bien, disait-il, oui, on peut prendre du temps avant de punir un enfant. Si on voit qu'il est vraiment en difficulté, on peut lui laisser plus de temps qu'à un autre. Ça veut dire, en quelque sorte, ça, qu'il considère que le cas par cas consiste à adapter la procédure du thérapeute au déficit de l'enfant. Et je suppose... Pardon. Gilles. Non, je suppose que vous allez nous montrer que ce n'est pas du tout le cas par cas duquel on parle dans la psychanalyse. Oui, là, on est dans le management du soin pour prendre une continuité par rapport à notre discussion précédente. Oui, bien entendu. Évidemment, il y a toujours le risque, d'ailleurs, dans une institution, qu'on se situe du côté du management, et je pense que une des fonctions du psychanalyste va être de permettre de trouver l'absolu de ce management. Mais peut-être que je vais y revenir. Donc disons d'abord, je pense que cette dimension du cas par cas, du point de vue de la psychanalyse, ça situe le savoir, pas du côté du thérapeute, qui sait la procédure à suivre, mais du côté au contraire de l'enfant ou du patient ou du jeune adulte, qui va amener des éléments à lui, et c'est à partir de ces éléments-là que le psychanalyste qui est dans une position de ne pas savoir, c'est à partir de ces éléments-là que le psychanalyste, qui doit quand même savoir beaucoup de choses, mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce dont souffre l'enfant, c'est sa difficulté et le chemin à suivre pour cet enfant ou ce jeune-là. Je parle beaucoup en termes de jeunes parce que mon expérience a plus été dans des institutions pour jeunes, mais c'est vrai aussi, bien entendu, dans les institutions pour adultes. Et au fond, nous considérons donc que le savoir est du côté du patient. Ça, c'est vraiment la spécificité de la psychanalyse par rapport à d'autres thérapies, au fond, qui fonctionnent avec la mise en série. À partir du moment où il y a une mise en série des cas ou des patients avec des procédures, le savoir n'est pas du côté du patient et de sa singularité, mais du côté de l'institution. Voilà. On sait ce à quoi on veut qu'il arrive, c'est-à-dire, souvent, c'est à une normalisation, n'est-ce pas, qui est souvent d'ailleurs une pseudo-normalisation. Mais en effet, alors que pour nous, il s'agit davantage de suivre la parole du sujet, suivre ses signifiants, écouter vers quoi ils amènent, écouter ce qu'il y a de plus singulier pour lui, pour y repérer une certaine logique dans ses dits, y repérer aussi, les détours de sa jouissance, c'est-à-dire des satisfactions qu'il cherche, jouissance, pouvant aller là des satisfactions au côté morbide des jouissances du symptôme. Et ce que nous attendons donc, ce que nous cherchons en saisissant les dits d'un sujet, c'est en effet de saisir la logique qui est à l'œuvre dans cette série de dits, dans ce qu'il nous dit. Et moi, j'étais plusieurs fois frappé parce que, évidemment, ayant inventé une institution même, on m'a parfois demandé
une supervision, comme on dit, c'est-à-dire au fond une discussion clinique dans d'autres institutions pas orientées, j'ai à l'occasion été très saisi par le fait, pourtant très courant, mais que je rencontre moins dans ma pratique, d'institutions où, quand on présente un cas, on présente les difficultés du jeune du côté strictement comportemental, c'est-à-dire en faisant le récit des passages à l'acte qu'il fait, du côté... Et tout ça étant alors interprété à l'occasion assez vite comme une sorte de malveillance de la part du jeune, etc., sans faire attention à ces dits qui seuls pourraient nous permettre de saisir la souffrance qu'il a et qui le pousse au passage à l'acte. Et donc je pense qu'effectivement, le côté indispensable de la psychanalyse en institution, même plus précisément de la psychanalyse, et beaucoup d'institutions qui, il y a quelques années en tout cas, se disaient orientées par la psychanalyse, parfois sans psychanalyste présent. Je pense qu'il faut insister sur le côté indispensable du psychanalyste en institution, n'est-ce pas ? Pas simplement des références analytiques. Et le côté indispensable là, c'est d'accorder du poids à la parole des sujets. Parce que dans trop d'institutions, sans même s'en rendre compte, avec des gens de très bonne volonté... Et il faut que le psychanalyste soit là avec son corps. Exactement, exactement. Évidemment, nous connaissons avec le confinement et tout ce qui nous est tombé dessus depuis 2 ans, cette difficulté de la présence des corps, etc. Et bien pourtant, pour la psychanalyse, ça reste très essentiel. Mais pour les jeunes qui sont en institution, c'est pas seulement essentiel, mais on ne voit pas comment on pourrait faire simplement à distance pour les aider. Alexandre Stevens, je pense que vous allez nous parler aussi parce qu'on arrive en fin d'émission, je voudrais quand même le point sur l'institution et le féminin, qui me semble essentiel, si vous pourriez reprendre ce point-là. Tout à fait. C'est-à-dire que, en effet, j'ai évoqué à plus d'une reprise dans des textes que j'ai faits, le côté d'une institution orientée par la logique féminine, en m'appuyant là sur les formulations, les formules de la sexuation de Lacan, qui distinguent donc la sexuation masculine et féminine à partir d'une certaine logique. Et au fond, l'institution fondée sur une logique féminine, c'est une institution qui est à l'envers de la logique hiérarchique qui impose le tous pareil, et qui est plutôt une institution qui s'ouvre sur le tous pas pareil, et donc sur le cas par cas, le un par un. C'est pas le côté, au fond, tous pareil comme dans une armée, fondamentalement hiérarchique, mais au contraire, la grande variété de chaque sujet. Oui, une institution, au fond, multicolore, on pourrait dire. J'aime beaucoup la formule, merci Gilles, vous dites très bien ça, multicolore. Voilà. Nous allons vous remercier, Alexandre Stevens, pour cette intervention, actualité de la psychanalyse très importante pour nous. Nous arrivons en effet en fin d'émission. Merci à vous aussi. Merci. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine, le samedi 15 janvier, pour la 7e émission de Studio Lacan. France Jégu et Jean-Daniel Maté recevront Delphine Meillet et Francesca Biagicai pour un divan dans le monde sous le titre « Crime et responsabilité ». Myriam Cherel présentera un écho sur la culture sous le titre « Des pères et des écrivains ». Et enfin, dans le cadre d'une actualité de la psychanalyse, Philippe Degeorges présentera un hors-série de la revue Ornicar sous le titre « Redivivus ». Voilà, je te dis au revoir Déborah. Au revoir. Et au revoir aux spectateurs et à bientôt. Au revoir. Au revoir.